Cher Anta Diop, antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Chapitre 11. Transmission des valeurs culturelles et des connaissances d'Égypte en Grèce et de la Grèce au monde. Jusqu'ici, Amélino et Masson Oursel étaient de loin parmi les spécialistes contemporains ceux qui ont le mieux souligné l'ampleur et l'importance des emprunts faits par la Grèce à l'Égypte. Il faut ajouter aujourd'hui à cette liste très courte le nom d'un autre grand savant, J. Pirène, qui dans son ouvrage maintes fois cité dans ce livre analyse ses apports de l'Égypte à la Grèce dans les différents domaines de la civilisation, de la science et de la religion et de l'art avec une objectivité et une science digne d'admiration. En ce qui concerne l'interprétation correcte du miracle grec, nous sommes heureux que ces conclusions rejoignent et dépassent celles que nous avions avancées dans Nation d'agriculture, à la page 406. Amélino, dans ses prolégomènes à l'étude de la religion égyptienne, écrivait, je cite, « J'ai vu alors et clairement vu que les systèmes les plus fameux de la Grèce, notamment ceux de Platon et d'Aristote, avaient eu l'Égypte pour berceau. » Fin de citation. Masson Oursel insiste sur le caractère nègre de la culture et de la philosophie égyptienne. Je cite, « Amener à nous à viser de ceux qui devrait être un truisme l'aspect africain de l'esprit égyptien, nous nous expliquons par là plus d'un trait de sa culture. » Fin de citation tirée de la philosophie en Orient, page 42. Et plus haut, le même auteur écrit, je cite, en s'y prêtant à la philosophie égyptienne, entre parenthèses, l'intellectualisme, issu de Socrate et d'Aristote, d'Euclide et d'Archimède, s'accommoder à la mentalité nègre que l'égyptologue aperçoit comme toile de fond derrière les raffinements de la civilisation dont il s'émerveille. Fin de citation. Masson Oursel, page 42. D'après la cosmogonie égyptienne, il y avait à l'origine une matière chaotique incrée, le Noun, qui a existé de tout temps, donc qui n'a pas eu de commencement et qui contenait à l'état potentiel les archétypes de tous les êtres futurs possibles. Monde, individus et choses, etc. Cette matière contenait également en elle le principe du devenir qu'épère, le scarabée entre parenthèses, qui en agissant sur la matière chaotique va l'ordonner à travers le temps pour qu'elle engendre le monde et les différentes espèces en actualisant ses virtualités. Le premier être engendré sera le Dura, démiurge du monde. Avec son apparition, la matière prend conscience d'elle-même pour la première fois. Elle est la connaissance, il crée le monde par le verbe, sa parole qui est acte logos ka, le verbe des dieux des futures religions révélées. Le ka est ainsi la raison universelle immanente à toute chose et qui rend le monde intelligible à l'esprit. Il est le logos des Grecs, d'Héraclite, l'esprit objectif de Hegel, le rôle de Kepler, Dieu principe du devenir, était en quelque sorte terminé avec la naissance du démiurge. On comprend le démiurge de Platon. Ce dernier va créer les 4 éléments, à savoir terre, feu, l'eau et l'air.
Alors, les 4 premiers couples divins, Lok, Toad, entre parenthèses, Osiris, Isis, Seth, Nephthys, Sho, Tefnu, Geb et Nut, dans le courant égypto-nubien, qui avec lui forment les 9 dieux Énéades ou principes primordiaux qui sont à la base du monde créé. Au sein de cette cosmogonie se trouvaient ainsi groupés tous les principes constitutifs de la physique, de la philosophie et de la religion. Les principes élémentaires qui doivent servir de base à toute explication rationnelle de l'univers, de son apparition, sont nettement perçus et dégagés. Mais la tradition théologique égyptienne ne pouvait manquer d'enrober ces idées scientifiques du voile de la divinité. Cela devait sembler nécessaire aux prêtres surtout pour le maintien de l'ordre établi sur le plan moral et religieux. Ainsi, le principe du devenir perpétuel de la matière élevée à la dignité d'un dieu est représenté par le scarabée Képer. L'univers apparaît comme une création perpétuelle ou une évolution perpétuelle de la matière incrée, qui, à force de s'organiser, finit par prendre conscience d'elle-même, en la personne du démiurge, du dieu Ra. La matière chaotique primordiale, du fait qu'elle n'était pas encore organisée, représentait l'univers à l'état de non-être. Mais toutes les formes possibles d'existence future y étaient contenues à l'état de possibilité, à l'état potentiel, et ne tarderont pas avec le temps à être appelées à l'existence dès que Képer aura engendré Ra qui engendre le monde organisé et sensible. À force d'enseigner la cosmogonie ci-dessus, décrite pendant des millénaires, les prêtres égyptiens s'étaient parfaitement rendus compte de l'importance relative des principes purement physiques et de la carapace divine de la théorie. S'ils n'ont pas secoué cette dernière, ce n'est pas par manque de logique ou de maturité scientifique, mais parce que leur prestige et les intérêts même de leur caste sacerdotale militaient pour ce maintien, pour cette coexistence du divin et du profane dans la théorie. Ils s'en sont accommodés comme aujourd'hui le dogme s'accommode des progrès vertigineux de la science qui a envahi chaque jour le domaine qui lui était réservé hier, la lune, le ciel, les planètes, etc. Ce sont les disciples grecs des prêtres égyptiens qui, à force de s'initier séparément en Égypte pour fonder des écoles rivales qui se critiquaient mutuellement, ont fini par créer les conditions générales d'une critique de ces doctrines, d'où sortiront progressivement une philosophie et un esprit scientifique débarrassés de leurs anciennes gangs religieuses égyptiennes. On convient généralement que ce mouvement est parti de Milet en Ionie à l'exclusion de la Grèce continentale. A priori, cela n'a rien d'étonnant. Il faut se référer aux communications maritimes de l'époque. Les marchandises, comme les idées parties d'Égypte, passaient par les ports phéniciens de Tyr, Sidon, Arvad, de la côte palestinienne, faisaient escale à Chypre, Citium entre parenthèses, pour longer ensuite les côtes d'Asie mineure du sud au nord, l'île de Rhodes, Halicarnasse, l'île de Chio, les villes de Milet ou Éphèse, l'île de Samos, les villes de Colophon, Lampsaque, etc. Et de là, par l'île d'Eubée, ont gagné la Grèce continentale par les Cyclades et les autres îles de la mer Égée. Le cabotage était de rigueur dans les mœurs nautiques. Le chemin direct qui, d'Égypte en Grèce, impliquait une navigation en haute mer, ne pouvait être pratiqué.
Il faudra pour cela attendre le Moyen Âge avec la découverte de la boussole et celle du gouvernail des tambours, axial entre parenthèses. Du reste, la plupart de ces villes d'Ionie étaient primitivement des escales des colonies phéniciennes de l'époque sidonienne ou tyrienne, peuplées d'abord de Cariens. Par la suite, des Grecs sont venus se mêler à la population primitive. La ville de Milet ainsi fut fondée par les Phéniciens avant de devenir une ville à prédominance grecque. Il est tout à fait naturel qu'elle bénéficia principalement, la première en date, de l'influence égypto-phénicienne sur le plan des échanges économiques d'abord et ensuite sur le plan culturel et intellectuel. Les Phéniciens eux-mêmes, rappelons-le, étaient jusqu'au seul de la base époque purement et simplement intégrés à l'empire égyptien. Les Phéniciens de l'époque sidonienne et ceux de la première phase de l'époque tyrienne étaient des colonies de l'Égypte et lui servaient de courtier. Dans les conditions, on comprend que le premier fondateur de la célèbre école de Milet, d'où le miracle grec va sortir, fut précisément non un grec de race mais un phénicien transplanté à Milet, le plus méridional des comptoirs phéniciens lyonnais. Thalès, qui fonda ainsi l'école milésienne, n'était pas issu de l'aristocratie dorienne dédaigneuse du travail manuel et de l'activité mercantile. Il était avant tout un homme d'affaires soucieux de faire fructifier ses biens par les procédés mercantiles les plus classiques. Il appartenait à la bourgeoisie triomphante de cette plèbe du XVIe siècle qui s'était enrichie par le commerce. D'après Diogène Laërce, faisant des pronostics sur le climat, il prévoyait une récolte d'olives favorable. Il loua tous les pressoirs d'huile de la ville de Milet et de l'île de Chio, qu'il sous-loua ensuite pour réaliser de gros bénéfices. Voir Diogène Laërce, Thalès, Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres. Cité par Pyrène. En tout état de cause, ce n'est pas Thalès qui a dû le premier réaliser le divorce de la physique et de la religion au sein de la cosmogonie égyptienne, car il enseignait « tout est rempli de la divinité », Diogène Laërce, pour citer Diogène Laërce. Il n'a point laissé d'écrits et les faits relatés par ses biographes sont souvent contradictoires, confus et banals. Il est remarquable que la découverte du théorème qu'on lui attribue soit associée à une expérience qui se déroula précisément en Égypte au pied de la grande pyramide lorsqu'il y est venu comme élève s'initier auprès des prêtres égyptiens. Comme dans l'expérience de la mesure de la distance d'un bateau en haute mer à partir du sommet d'une tour, il s'agit de l'application des propriétés de deux triangles semblables ayant un sommet et deux côtés communs. En ce qui concerne la prédiction de l'éclipse totale de Soleil, qui eut lieu en 612 lors d'une bataille entre Mèdes et Lydiens, il serait intéressant de pouvoir prouver qu'il ne s'agit pas d'un fait que la légende populaire a ajouté postérieurement à sa biographie pour rendre celle-ci merveilleuse encore. Que l'éclipse ait eu lieu effectivement ne prouve rien. Du reste, le fait n'aurait rien eu d'étonnant dans la mesure où Thalès s'était initié en Égypte où la détermination précise de la périodicité des phénomènes célestes était devenue une routine. Il faut rappeler que la base du calendrier égyptien était le lever héliaque de Sotis, coïncidant avec le début de l'année civile. Celle-ci prenait ensuite une avance annuelle d'un quart de tour sur l'année astronomique et la coïncidence suivante ne se produisait qu'au bout d'une période de 1461 ans. Le lever héliaque de Sotis, c'est-à-dire
que le Soleil et l'étoile Sotis Sirius, entre parenthèses, ne se lèvent simultanément sous la latitude de Memphis que tous les 1461 ans, et dès 4236 avant Jésus-Christ, les Égyptiens avaient fait cette découverte et inventé le calendrier. À partir des 4 éléments contenus dans la cosmogonie égyptienne, les disciples grecs essayèrent dans des théories auxquelles ils cherchèrent à attacher leur nom d'expliquer l'origine du monde en partant tantôt de l'un, tantôt de l'autre de ces éléments. Pour certains, l'élément initial d'où dérive tout le reste de la création sera l'eau, noun primordial, pour d'autres c'est le feu ou l'air, chou entre parenthèses, ou la terre, jeb. Tout ceci n'aurait en rien de particulièrement original si, à la longue, les Grecs ne se seraient déshabitués à associer les divinités aux principes physiques, comme le faisaient les Égyptiens. Plus ils avanceront dans ce sens, plus l'écart s'accusera avec la pensée cosmogonique égyptienne qui servit de modèle. Ainsi naquit progressivement une explication du monde, vraie ou fausse, mais qui ne tient plus compte que des principes fondamentaux considérés comme des propriétés intrinsèques de la matière. L'esprit scientifique au sens moderne naquit. Pendant longtemps, cette science eut l'aspect d'une philosophie spéculative tournant le dos à l'expérimentation et se contentant, sans l'aide d'aucune divinité, de réduire le monde de principes premiers sans tomber en contradiction. À la suite de l'école de Millet, l'esprit scientifique est apparu donc d'abord sous la forme d'un divorce total entre les principes physiques et le facteur divin de la théorie cosmogonique égyptienne ancienne. Celle-ci cède la place à une explication du monde qui se veut physique strictement profane. L'élément divin de la théorie étant éliminé, il ne restait plus que deux voies également praticables à l'explication scientifique du monde, le matérialisme et l'idéalisme. Les deux notions figuraient explicitement dans la cosmogonie égyptienne comme deux pôles entre lesquels évoluait la pensée. En effet, c'est faire profession de foi matérialiste que de postuler à l'origine de l'univers une matière incrée, encore inorganisée au stade de non-être. Entre parenthèses, le Noun, qui a existé de tout temps et qui, de plus, est indestructible et doit simplement se transformer pour engendrer les êtres et les choses. Le Dura, lui-même n'étant qu'une matière qui, à force de franchir les divers paliers de l'organisation, prend conscience d'elle-même en tant que connaissance assimilée à Dieu. C'est également faire profession de foi idéaliste que de conférer la puissance créatrice au verbe, au logos divin, au cas. Ceux des philosophes grecs qui partiront du postulat idéaliste de la cosmogonie égyptienne plaideront pour la rationalité du réel, car le verbe, le logos, héraclite entre parenthèses, comme le cas ou de l'ancienne cosmogonie égyptienne, est immanent à la matière et à toute chose, à l'univers lui-même. Âme du monde, souffle du monde, devenu raison du monde, le logos, le cas, l'intelligibilité est dans les choses elles-mêmes et le monde physique, même extérieur, peut être appréhendé par l'esprit. Quant à ceux qui sont partis du postulat matérialiste, nous les mentionnerons un peu plus loin, sans revenir sur le mysticisme pythagoricien. Il faut rappeler, avec Pirène, que son origine égyptienne était évidente. Pirène cite le fait que les interdits religieux même étaient identiques chez les prêtres égyptiens et dans la secte pythagoricienne. L'initié s'engage à garder
le secret de l'enseignement reçu, s'habille avec des vêtements de lin, à l'exclusion de tissus en laine, et doit se garder de manger des fèves. L'idéalisme religieux pythagoricien partait également des données initiales de la religion égyptienne. En Égypte, la trinité archaïque, ciel, terre, végétation, qui remonte au néolithique, avec la découverte de l'agriculture, s'est incarnée par la suite dans les divinités humaines Osiris, Isis, Horus. Cette triade subira plusieurs avatars et deviendra successivement Amon, Ré, Ptah ou Osiris, Ré, Ptah. Ainsi, le nombre 3 était dans la théologie égyptienne le nombre sacré par excellence et devait, deux points de départ à toute une spéculation savante sur les propriétés des nombres carrés et des nombres cubes qui étaient du reste représentés géométriquement par des figures planes ou des volumes dont on étudiait les propriétés. C'est ainsi que les Égyptiens découvrirent le théorème du carré de l'hypoténuse, faussement attribué à Pythagore. Que les Égyptiens ne l'aient pas démontré et se soient contentés de l'appliquer comme une recette, voilà une affirmation téméraire quand on sait que Pythagore, auquel on attribue la démonstration, n'a rien laissé comme écrit. Nous ne possédons que les légendes sur sa vie. Et que les théorèmes étaient déjà sciemment appliqués par les architectes qui construisirent la grande pyramide de Khéops, à telle enseigne que les prêtres égyptiens rappelaient le fait à Hérodote en 455 avant Jésus-Christ lorsqu'il visita l'Égypte. Bref, à partir de l'école pythagoricienne, l'arithmétique sortira de ces spéculations qui, elles aussi, vont passer progressivement du plan divin au plan profane. Au début, on étudiait les propriétés des nombres sacrés pour démontrer en quelque sorte l'existence de Dieu en tant qu'autre vérité divine à la manière de Pascal. Ainsi, l'unité qui est l'élément constitutif de tout nombre pair ou impair, c'est-à-dire parfait ou imparfait, c'est-à-dire limité ou illimité, symbolise la présence de Dieu en toutes choses. De même, les triades citées ci-dessus représentaient qu'il s'agisse d'Osiris, Ré, Ptah ou d'une autre, les trois divinités dans leur unité fondamentale. Si 3 égale 1, 3 égale 1, manifestement, nous touchons ici du doigt l'origine théologique du christianisme qui a puisé ses éléments principaux dans la religion nègre égyptienne. On sait que bien avant la naissance du christianisme, le dieu Osiris était devenu le dieu rédempteur qui mourait et ressuscitait pour sauver le monde, comme le blé fauché que l'on sème, qui passe ensuite une période de vie mystérieuse, de mort entre parenthèses, dans la terre et qui ressuscite sous forme d'épices nourriciers pour entretenir la vie des hommes sur terre. Ainsi, avec la découverte de l'agriculture, la végétation commençait à sauver les agglomérations humaines des famines. Aussi le cycle de la naissance, de la vie et de la mort de la végétation, c'est-à-dire des plantes cultivées, prit une signification religieuse et donna naissance au rite agraire correspondant effectivement au culte d'Osiris, dieu du blé de la végétation. C'est-à-dire que le dieu est souvent représenté en vers, et lorsque Osiris meurt, il rejoint son père Ra. Ra est le dieu céleste qui féconde la déesse mère, terre, pour que germe la végétation fille, qu'il avait engendré comme donc Osiris, qu'il avait engendré comme le Christ rejoindra plus tard son père. Puis Osiris ressuscitera pour sauver l'humanité et rédemption comme le Christ plus tard. Pour l'humanité archaïque, la germination du grain de blé,
qui passaient pour morts étaient la preuve même de la possibilité de la résurrection dans l'au-delà, d'où les mystères d'Osiris qui deviendront les mystères chrétiens. Les détails même de la liturgie chrétienne, structure des processions, apparition des saints dans les chants, etc., sont intégralement empruntés au culte d'Osiris. Et ce n'est pas un mince sujet de réflexion que cette sorte de revanche de la théogonie égyptienne, cette résurgence de la pensée nègre que l'Occident cultive côte à côte avec le rationalisme grec depuis l'éclatement des théories cosmogoniques égyptiennes. L'apport de l'Égypte au judaïsme est aussi manifeste. C'est la conséquence même du fait que le peuple hébreu a grandi au sein de la nation égyptienne comme minorité étrangère épargnée tout au moins au début et y a puisé l'essentiel de sa superstructure idéologique, selon Pirène. Je cite, « Ce ne sera qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ que le judaïsme, sous l'influence de l'Iran et de l'Égypte notamment, de la doctrine juive d'Alexandrie, adoptera définitivement la conception de la vie dans l'au-delà. » Fin de citation. Le baptême dans les eaux du fleuve Jourdain, comme le baptême chrétien, ne sont que les répliques du baptême du prêtre égyptien dans le lac sacré représentant précisément l'eau primordiale, c'est-à-dire le noun du chaos primitif d'où sortiront progressivement l'ordre et la connaissance. C'est également la distinction chez les Égyptiens de trois âmes, dans l'être, le K, le Ba et le Z, donc Z-E-T, que Pirène assimile parfois au Ket, K-H-E-T. Ket signifiant corps au sens large du terme, ou par extension, la parenté clanique, biologique, en Valaf, qui a conduit des penseurs grecs comme Aristote et bien d'autres avant lui à distinguer différentes âmes chez l'être. Les premières bases de la psychologie étaient ainsi jetées. Aristote distinguait effectivement trois âmes, comme les prêtres égyptiens. L'intellect, l'âme végétative et l'âme sensitive. Mais ceux des penseurs grecs qui partirent de l'autre pôle de la cosmogonie égyptienne, seuls purent tirer toutes les conséquences de la hardiesse de leur attitude. Bien que les liens de parenté avec le pôle matérialiste de la pensée égyptienne restent visibles, on ne peut nier que cette école philosophique, scientifique, devrait-on dire, est bâtie dans l'histoire de la pensée humaine la première théorie scientifique au sens strictement moderne du terme. À côté de son œuvre, toutes les manifestations antérieures de l'esprit humain, y compris les systèmes égyptiens, apparaissent comme des balbutiements. Le courant de pensée qu'elles représentent marque une démarcation radicale dans cet effort constant depuis l'origine des temps de l'esprit humain pour accéder à la lumière. Or, cette école fut incontestablement grecque, et c'est à l'honneur de la pensée grecque de l'avoir engendrée, quelles que furent les circonstances de sa naissance. Cette aventure extraordinaire de l'esprit humain débute avec le Cype et se termine dans l'Antiquité avec le poète latin Lucrèce, en passant par Démocrite et Épicure. L'exposé le plus complet que nous ayons de la doctrine épicurienne est contenu dans le poème scientifique de Lucrèce intitulé « De la nature » ou « Les choses de la nature ». On sait pourtant combien cette épithète est souvent mal interprétée par l'opinion courante et contient sans aucune espèce d'exagération l'essentiel des conceptions modernes sur l'organisation de la matière. Bien sûr, ces idées ne furent pas les conclusions d'expérience
scientifiques conséquentes dûment menées. Tant s'en eût fallu, il y a le fait que l'hypothèse de départ était bonne. C'est même la seule qui soit propre à servir de base à une investigation scientifique dans le domaine particulier de la matière brute et de la nature en général. Cela explique l'étonnante justesse de nombreuses conclusions épicuriennes sur la nature et le comportement de la matière qui sont toutes obtenues par pure déduction. Comme on vient de le dire, l'expérimentation scientifique n'est pas venue corroborer tout de suite les idées d'Épicure et de ses disciples et lui donner raison de façon exclusive contre les autres systèmes philosophiques rivaux. Sa seule arme, en l'absence de l'expérimentation souveraine, était la réfutation abstraite doctrinale des autres théories, réfutation dans laquelle son disciple Lucrèce a su utiliser, il faut bien le dire, toutes les ressources de son esprit d'observation. Néanmoins, le poème de Lucrèce semble avoir fourni un cadre et des sources d'inspiration valables à la pensée scientifique naissante dans les temps modernes. Le poème de Lucrèce a été retrouvé dès le Moyen Âge. Il a servi de livre de chevet, sans aucun doute, à plus d'un savant moderne, sinon à tous. Leurs travaux, en portant les marques indélébiles, Galilée, Kant, Leibniz, Descartes, Newton, Lavoisier, Gay-Lussac, Pasteur, les atomistes modernes, lorsque Descartes postule qu'il n'existe que matière étendue et mouvement, on ne peut que songer à ce passage de Lucrèce, je cite, « Mais pour reprendre maintenant la trame de mon discours, toute la nature telle qu'elle existe se compose donc essentiellement de deux choses, à savoir les corps et le vide dans lesquels les corps prenant place et se muent en tous sens. Il n'existe rien que l'on puisse dire éloigné et en dehors aussi bien de la matière que du vide et qui se trouverait, pour ainsi dire, former une troisième matière d'être. Vers 416 à 435. De même, lorsque Descartes affirme que la quantité du mouvement contenu dans l'univers est constante, ce qui est faux du reste, c'est la quantité de force vive, d'énergie, qui est constante selon l'hypothèse de Leibniz, entre parenthèses, on suppose qu'il a également tiré l'idée de Lucrèce. Le principe de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, qui est à la base de la chimie quantitative moderne, semble inspiré par le passage suivant de Lucrèce ou un autre analogue dans le livre. Je cite: « J'ai montré plus haut que rien ne pouvait être créé de rien, ni une fois créé retourner au néant. C'est donc une substance immortelle que doivent être les éléments en qui chaque corps ira se résoudre à son heure suprême, pour que la matière suffise sans cesse au renouvellement des choses. Les corps premiers, les atomes, entre parenthèses, sont donc à la fois simples et solides. Autrement, ils ne pourraient être conservés à travers les âges pour assurer le renouvellement des choses depuis l'infinité du temps écoulé. Livre 1, versets 545 à 550. La théorie des antinomies de la raison de Kant semble avoir été inspirée du passage suivant du poème. Je cite: « L'univers existant n'est donc limité sans aucune de ses dimensions. D'autre part, supposons maintenant limiter tout l'espace existant si quelqu'un, dans son élan, s'avançait jusqu'au bout de son extrême bord et que de là il fit voler un trait dans l'espace. Ce trait balancé avec grande vigueur
Préfères-tu qu'il s'en aille vers son but et s'envole au loin, ou es-tu d'avis qu'il peut y avoir un obstacle pour interrompre sa course? C'est une de ces deux hypothèses qu'il faut choisir et adopter. Or, l'une et l'autre te ferment toute retrait, te ferment toute retraite et t'obligent à reconnaître que l'univers s'étant affranchi de toute limite, car soit qu'un obstacle extérieur empêche le trait d'atteindre son but et de s'y loger, soit qu'il puisse suivre sa course, le point dont il s'élance n'est pas le terme de l'univers. Sans cesse, je te poursuivrai de cet argument, et partout où tu placeras l'extrême bord du monde, je te demanderai ce qu'il adviendra du trait. Il arrivera que nulle part ne pourra se dresser de borne, et que sans cesse de nouvelles échappées prolongeront à l'infini les possibilités de s'enfuir. Livre 1, versets 955 à 980. Kant considérait également l'espace et le temps comme les conditions a priori de la sensibilité humaine, sans lesquelles toute perception serait impossible. Ces conditions de la perception sont maintes fois décrites par Lucrèce, qui donne par ailleurs une définition relativiste du temps plus en rapport à la fois avec les idées de la physique moderne et du temps vécu de Bergson, donc B-E-R-G-S-O-N. De même, le temps n'existe pas en lui-même, mais c'est des événements eux-mêmes que découle le sentiment de ce qui s'est accompli dans le passé, de ce qui est présent, de ce qui viendra par la suite, et personne, il faut le reconnaître, n'a le sentiment du temps en soi, considéré en dehors du mouvement des choses et de leur repos. Livre 1, verset 460 et suivant. La théorie de la chute des corps dans l'air de Galilée et dans le vide tube de Newton, entre parenthèses, trouve sa source d'inspiration dans les versets suivants. Je cite: « Sans doute, tous les corps qui tombent à travers l'eau, ou le fluide rare de l'air, doivent accélérer leur chute à proportion de leur pesanteur, car les éléments de l'eau et la nature de l'air subtil ne peuvent retarder également tous les corps, et cédant plus vite à la pression victorieuse des plus pesants. Mais pour le vide, en aucun lieu, en aucun temps, il ne saurait se trouver sous aucun corps sans continuer de lui céder comme l'exige sa nature. Aussi, tous les atomes, emportés à travers le vide, inertes, doivent se mouvoir avec une égale vitesse malgré l'inégalité de leur poids. Livre 2, versets 230 à 240. L'idée de la génération spontanée est combattue comme une absurdité, ainsi que Pasteur le fera dans les temps modernes. Quelqu'un ira-t-il dire que tout, au moins, pour que le sensible naisse du non-sensible, il faut une transformation, une sorte d'enfantement qui le produise et l'amène au jour. Il me suffira de lui expliquer et de lui démontrer qu'il n'y a pas d'enfantement sans un concours préalable de germe, ni de transformation sans une réunion antérieure. Livre 2, versets 930 à 935. La théorie de la pluralité des mondes habités de Fénélon est exprimée également avec la netteté habituelle pour Lucrèce. La probabilité d'existence d'autres mondes déduite des lois du hasard liées au mouvement éternel des atomes est trop grande pour qu'il n'existe pas d'autre monde que le nôtre.
Il te faut, il te faut avouer qu'il y a dans d'autres régions de l'espace, d'autres terres que la nôtre, et des races d'hommes différentes et d'autres espèces sauvages. Livre 2, versets 10, 50, 1050 à 1075. Il existe des galaxies innombrables dans l'univers qui sont toutes périssables comme les espèces, versets 1195, 1185 à 1090. La théorie des petites perceptions de Leibniz, qui prépara la découverte du subconscient par la psychanalyse moderne, est également formulée par Lucrèce, livre 2, versets 310 et suivants. La théorie corpusculaire de la lumière, de l'émission lumineuse, de Newton semble également trouver sa source dans les théories optiques épicuriennes, car des éléments superficiels s'écoulent et rayonnent sans relâche de tous les objets. Livre 4, verset 145. Mais l'aspect fondamental et de loin le plus remarquable de la théorie épicurienne est l'intuition atomique. La physique moderne n'a fait que vérifier la justesse de nombreuses idées qui n'étaient saisies que par intuition rationnelle et déduction à partir de l'hypothèse matérialiste de départ. L'atome est la limite de la divisibilité de la matière, il est éternel, insécable, ces vérités devenues relatives avec le développement des sciences ont d'abord été le point de départ de progrès foudroyants en physique, Lucrèce 1, verset 485 et suivant, entre parenthèses. La texture de la matière est un enchevêtrement du vide et d'atomes, livre 1, verset 525 et suivant. Les atomes ne peuvent exister à l'état libre. Seules leurs combinaisons sont stables. Livre 1, verset 600 et suivant. Les atomes sont doués d'un mouvement perpétuel. Livre 1, verset 990 à 995. On peut s'imaginer des mouvements atomiques, d'après ceux des poussières, sur un trajet de rayons lumineux, bien que les atomes soient invisibles. Les chocs élastiques et inélastiques finissent par engendrer les combinaisons d'atomes des corps composés. Livre 1, versets 125 à 130 et suivants. La quantité de matière contenue dans l'univers est constante. Nous l'avons déjà vu, et l'idée est exprimée à plusieurs endroits dans l'ouvrage. Autant dire maintenant que la quantité d'énergie contenue dans l'univers est constante, ce qui est conforme aux théories physiques modernes. Livre 1, verset 411, verset 303 et suivant. Et contrairement à ce que Descartes affirmera plus tard, pour Lucrèce, la quantité de mouvement dans l'univers ne saurait être constante. Le libre arbitre des hommes s'y oppose. Livre 2, verset 255 et suivant. Tous les atomes ne sont pas de la même grosseur, bien qu'étant tous des infiniment petits. Livre 2, verset 390. Les propriétés physiologiques des corps, odeurs, etc., dépendent de la structure des atomes et molécules constitutifs. Livre 2, versets 410 à 415. La notion d'un édifice atomique à structure complexe transparaît au livre 2, versets 480 et suivants. Les combinaisons atomiques, au lieu d'être anarchiques, obéissant à des lois qui, en fixant les règles, et le nombre, livre 2, verset 700 et suivant. La théorie des rapports de l'esprit et de l'âme rappelle la fonction de la glande spinale chez Descartes, livre 3, verset 136 et suivant. Ce rappel très succinct est loin d'épuiser l'étonnante richesse du poème de Lucrèce en idées scientifiques et en suggestions fécondes.
Malgré ces erreurs inévitables, ce texte est un des plus beaux joyaux, un des plus imposants monuments culturels engendrés par l'esprit humain. Il marque une étape capitale dans le développement de celui-ci évoluant vers sa majorité. Sans aucun doute, il a servi largement à assurer la transmission des acquisitions scientifiques de l'Antiquité savante au monde moderne. On pourrait s'étonner qu'il ne soit mieux connu et mieux diffusé parmi les élites en formation, si l'on ne savait déjà que les options idéalistes de l'Occident limitant particulièrement cette possibilité à l'heure actuelle. La Grèce, après l'époque héroïque d'Homère, a connu entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ une époque d'angoisse, de pessimisme généralisé et où le sentiment de culpabilité était présent partout. Cette époque, dite aussi archaïque, Dodds, professeur à l'université d'Oxford, n'hésite pas à la baptiser civilisation de la culpabilité. Les Grecs est irrationnel par Dodds, traduit de l'anglais par Michel Gibson, 1965. Elle est dépeinte avec une intensité particulière dans le théâtre de Sophocle. Dans l'unité culturelle de l'Afrique noire, ouvrage du professeur Charanta Diop, nous avions essayé d'en rendre compte à propos de la théorie de Nietzsche sur la naissance de la tragédie grecque. Ces sentiments d'échec et d'impuissance devant le destin de culpabilité qui pèse sur l'espèce n'était, semble-t-il, que le reflet d'épiphénomènes de la crise politique et sociale que traversait le monde hellène tout entier par suite de la faillite totale des régimes aristocratiques. Un ordre nouveau était en gestation. La tradition et tout ce qui semblait doué de pérennité s'effondrant d'un seul coup. Plus de système de référence valable, toutes les perspectives sont momentanément bouchées. La tempête révolutionnaire va éclater, il n'y aura plus d'accalmie, conscience grecque ne connaîtra plus jamais la sérénité. La crise politique était doublée d'une crise intellectuelle et morale qui débouchera sur l'événement de la philosophie. L'homme, en découvrant la relativité des choses, découvre en même temps le drame de son destin qui, du reste, ne manque pas de grandeur. Il a définitivement perdu son paradis terrestre, l'âge d'or de l'humanité, en perdant les idées absolues, éternelles, auxquelles sa maturité intellectuelle ne lui permet plus d'ajouter foi. Tel sera aussi un des aspects de la misère, de la grandeur de la philosophie grecque et de sa fille, la philosophie occidentale moderne. L'Afrique noire, à son tour, va bientôt perdre son paradis terrestre, où elle a vécu depuis l'origine des temps jusqu'à présent. Par conséquent, les écrivains africains ne tarderont pas à aborder le thème majeur de la littérature humaine. Apporteront-ils une note originale ou bien leur réaction sera-t-elle piètrement humaine, identique à celle de l'Occident devant le même problème, celui de la relativité des choses? En tout cas, pour avoir des chances d'aborder ce thème avec le moindre succès, il faudrait être plus qu'un simple plagiaire enclin au syncrétisme, il faudrait plus que du talent aussi. Ainsi, peut-être l'exceptionnel génie littéraire Aimé Césaire pourrait-il l'affronter avec des chances non négligeables. L'Afrique armée de tout son héritage historique sera-t-elle capable de proposer une solution, une règle de vie valable pour la conscience moderne, ou bien son échec devant le problème humain capital démontrera-t-il le caractère
insurmontable du destin de l'homme, pour s'exprimer comme Camus, en traitant un pareil sujet, il faudrait prendre garde que la philosophie ne déborde les personnages et les actions pour apparaître comme une étiquette sur l'œuvre.